Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor Rebelle. Voici le sommaire. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée ce mardi 25 avril dans le monde entier. C'est l'occasion de souligner la nécessité d'investissements continus et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Dans le cadre de cette célébration, Canal 3 Bénin revient sur un mode de traitement non conventionnel et qui est un problème majeur de santé publique, l'automédication. Ensuite, on s'interroge également dans ce trésor au Bénin. Les Béninois visitent-ils le Bénin eux-mêmes? Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. Le tourisme local n'est pas trop développé. Nous faisons dans ce trésor au Bénin un état des lieux de tourisme local et surtout comment le développer. Et puis enfin, l'honorable Rigorondeté était au palais de la Marina ce lundi 24 avril 2023. Il a été reçu par le président de la République, Patrice Talon, au milieu des discussions, la nomination par décret du chef de file de l'opposition. Les deux personnalités ont également abordé plusieurs autres sujets sur le plan socio-politique et économique. Les détails dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de ce trésor européen à nouveau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, prendre une tisane, un paracétamol ou d'autres médicaments pour soigner un début de palu sans prendre l'avis d'un médecin. Voici autant de pratiques dans l'habitude des Béninois, un phénomène qui constitue un problème majeur dans la santé publique dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé contre le paludisme. Nous vous parlons des risques liés à l'automédication dans ce reportage de Estelle Toffa, Estelle Kappa. Adrien est un quinquagénaire. Il se retrouve dans ce centre de santé après avoir soigné un paludisme qu'il s'est lui-même diagnostiqué. Insatisfait de son traitement, il a fait l'option de consulter un médecin. Il n'est pas le seul à avoir recours à des produits qu'il s'achète lui-même sans aucune ordonnance d'un spécialiste de santé. Je sais que quand j'ai la fièvre, c'est le palud toujours qui me dérange. Donc, et je prends souvent les produits chez les bonnes dames sur la voie. Et après la prise des produits, et le palud, ça dit la fièvre, ça continue toujours. Et c'est de là que j'ai décidé de venir à l'hôpital pour voir le médecin. Au début, c'est d'abord la fatigue, une forte fièvre. Le matin, quand on se réveille, on sent que la bouche est un peu amère. Donc voilà. En même temps, je pars à la pharmacie, j'achète du Artefon comprimé. Ensuite, après le traitement, je peux compléter un traitement traditionnel. Je prends du codo. Ensuite, de l'ananas que je mélange, je prépare, je fais une tisane avec, que je prends par la suite. J'ai tout un amalgame de comprimés. Et quand je sens ce mal, je me réfère à ce comprimé en même temps. Une habitude qu'on retrouve chez plusieurs Béninois. Il suffit de quelques symptômes avant-coureurs du paludisme pour se procurer un antipaludéen ou se référer à la vendeuse de tisane du quartier. C'est prendre soi-même des médicaments qui n'ont pas été particulièrement recommandés ou prescrits par un soignant, un médecin ou un soignant. Auto, tout seul, médication, on prend des médicaments. Une politique vraiment de lutte contre l'automédication qui passera effectivement par le fait que les pharmaciens, au jour d'aujourd'hui, ne délivrent plus de médicaments et que nous-mêmes, médecins, nous ne sommes plus officiellement autorisés, si j'en viens au palu, effectivement, à prescrire des antipaludéens sans avoir posé le diagnostic formellement d'un palu. Le diagnostic formel d'un palu, c'est l'accès facile pour nous et pour les soignants aux tests de diagnostic rapide. Ce sont des tests extrêmement pratiques parce qu'on ne pique pas beaucoup, on pique juste au bout du doigt. On met un peu de sang sur une bandelette et en 20 minutes, grosso modo, on a une réponse. Et surtout, si ce test dit non, ce n'est pas un palu, alors on sait que ce n'est pas un palu. L'utilisation des remèdes sans l'avis d'un spécialiste peut avoir des répercussions sur la santé. Celui ou celle qui pratique l'automédication s'expose à plusieurs risques. L'automédication reste un danger par ses effets toxiques, par ses effets inappropriés, par ses effets inadaptés. Vous êtes trop jeune pour avoir connu les traitements par la chloroquine qui ne coûtaient pas cher, sauf que la résistance a fait que ce médicament ne peut plus être utilisé.
Parce que justement, à force d'en avoir pris un peu, pas correctement, pas complètement, etc., bon, eh bien, au bout du compte, le plasmodium falciparum est devenu résistant et maintenant on ne peut plus en mettre, donc on l'a carrément retiré. D'accord ? On a été obligé maintenant de passer à des médicaments où il y a 2 molécules dedans, c'est des bithérapies. Mais donc, la résistance à l'échelle environnementale, écologique, mondiale est très importante parce que quand on n'aura plus nos médicaments actuels, il faudra bien qu'il y ait des laboratoires qui en aient fabriqué d'autres, et dans ces cas probablement avec un coût supérieur. Donc, à toutes les échelles, individuelles comme collectives, comme mondiales, l'automédication est un danger. Vouloir soigner le paludisme soi-même est un choix périlleux. Comme bien d'autres maladies, le paludisme se traite après un diagnostic fait par un médecin qui indique les produits à prendre, chacun dans son cas. Et puis ensuite, au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 626 000 à 619 000 de 2020 à 2021, mais est resté supérieur aux 568 000 décès estimés en 2019 avant que la pandémie de la Covid-19 ne frappe. Les cas de paludisme n'ont pas cessé d'augmenter en 2021, mais à un rythme plus lent que sur la période de 2019 à 2020. En faisant le bilan des 2 années de pic de la pandémie, le rapport 2022 sur le paludisme dans le monde montre que l'impact cumulatif de la Covid-19 a été considérable. En 2020 et 2021, près de 63 000 décès supplémentaires et 13 millions de cas de paludisme peuvent être attribués, bien entendu, aux perturbations engendrées par la Covid-19. La majeure partie d'entre eux ayant été donc enregistrés dans la région Afrique de l'OMS. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, nombreux sont bien entendu les citoyens à Cotonou et environ à prendre leur petit déjeuner ou leur déjeuner et même leur dîner dans les restaurants de fortune installés au bord des rues, et ceci pour plusieurs raisons. Mais comment les vendeuses bien entendu prennent-elles soin des repas qu'elles vendent aux populations? Que font les services en charge du contrôle des aliments et sur quelle base les clients choisissent-ils restaurant? Élément de réponse dans ce reportage. La vente d'aliments au bord des rues n'impose aucune condition préalable à Cotonou et environ. Les vendeuses s'installent au lieu de leur convenance en fonction de la cible visée pour dérouler leur activité. Les mets varient d'une vendeuse à une autre pour répondre à la demande de la clientèle. Mais derrière l'exposition, la question d'hygiène se pose régulièrement quand on s'interroge sur l'observance des règles élémentaires à la matière. Quelques bonnes dames rencontrées rassurent. Je protège tout pour éviter les poussières. Si la personne vient de manger, finit de manger, je rince ça avant de servir l'autre personne. Je mets un peu de javel dans l'eau avec citron pour laver ça. Nous lavons les plats dans 2 eaux différentes. La dernière comporte du citron et du bicarbonate de soude. Nous chauffons les cuillères. Les repas sont toujours chauds dans des glacières couverts avec des supports bien nettoyés. C'est au jour le jour, on le fait. On ne vend pas des trucs anciens. Les tomates sont toujours fraîches, de l'oignon. Ce qu'il faut pour quand même maintenir une bonne santé. Cette règle n'est pas de mise à tous les points de vente. Les risques sanitaires liés au manque d'hygiène sont nombreux et de plusieurs ordres. On parle entre autres de la diarrhée, la fièvre typhoïde, les troubles digestifs et autres. La propreté du cadre est l'un des facteurs qui détermine les choix des clients. C'est parce que ici, je vois que c'est propre, c'est bien protégé, tout est fermé. Je viens manger ici. Il y a des endroits que vraiment, c'est pas propre. Quand même, tu vois, les couvertures sont trucs là. Mais moi, je vois chaque jour, je viens ici, je mange ici. Ça fait la deuxième ou bien la troisième fois que j'achète ici. Mais j'ai vu que le repas est bien protégé. C'est dans des vitrines. Et celle qui sert aussi est bien propre. L'endroit aussi, il n'y a pas de sachets, des ordures tout autour. Donc c'est ça qui m'a attiré. Je vais même m'asseoir ici et manger. Sur les différents points de vente, les vendeuses nous signalent le passage régulier
des services en charge de contrôle d'hygiène des nourritures vendues à la population. Une fois sur les lieux, la vendeuse est évaluée sur la base d'un certain nombre de critères. Ils contrôlent comment on lave les plats, comment on protège nos assiettes, les nourritures. C'est ce qui venait contrôler ça. Ils ont confirmé. Au moins, ils ont confirmé à Isaïe et Tantam. Ils ont confirmé. 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 Ils contrôlent l'eau dans laquelle nous lavons les plats, la qualité des repas, comment les trucs sont chauds, comment c'est couvert. On n'a pas encore eu de problème avec eux jusqu'à présent. On a toujours été dans les bonnes conditions pour eux. En cas du non-respect des règles élémentaires en matière de protection des repas, les services compétents procèdent tout simplement à la fermeture du restaurant. Parlons tourisme à présent. Je vous l'annonçais en titre, le tourisme local ou le tourisme domestique est une forme de tourisme qui permet à des habitants d'un pays de parcourir les différents sites touristiques qui se retrouvent dans chaque localité d'un pays. Au Bénin, cette pratique semble peu intéresser. Quel est l'état des lieux de ce secteur, le tourisme local, bien entendu, et comment impacte-t-il l'économie et ses acteurs? Bien entendu, les réponses dans ce magazine de la rédaction signée Florence Bossa, Peradianotin, Prince Adjevi. Le Temple des Pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai déjà visité un site touristique une fois. Et le Temple des Pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le temple des Pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pendjari, les Tata Somba ou encore la cité lacustre de Ganvier dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai peu oublié le nom, mais il y a le royaume où il y a les trésors royaux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royal là-bas, donc j'ai visité ça. Après ça, je suis allée à la forêt sacrée. J'ai visité un peu 2 années de suite, mais après ça, plus rien. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, Ganvier. Mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source thermale qui est à Posotomé, oui, que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur 4 points essentiels. Transport, vous parlez de l'hébergement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région où quelque part il y a de l'animation, vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis transport, c'est le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire. Les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent affaire d'une manière ou d'une autre. Quand il se déplace maintenant vers l'endroit, il doit passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il visite un site, il y a les droits de visite de site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes.
Et vraiment, dans le camp des Béninois, ils sont dans les rues de Cotonou et environ presque tous les soirs, armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage. Ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers, les riverains. Malgré la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes difficultés telles que les accidents, les agressions de tout genre. Une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain pour vivre le quotidien de ces hommes et femmes qui se peinent pour maintenir les rues propres. Voici le reportage réalisé par Ulrich Gaba et Derumpevi. Tous les soirs, à partir de 20h, les balayeurs des rues se réunissent pour la répartition des tâches. C'est une étape importante qui permet de définir par groupe les artères à nettoyer. Ils reçoivent les consignes de leurs responsables et les matériaux de travail sont embarqués à bord de tricycles pour le terrain. Déjà à 22h, les coups de brosse et de balai résonnent sur les routes. Par groupe, ils balaient, désensablent et rendent propres les routes de Cotonou et environ. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et rigueur. Il y a plusieurs PME, petites et moyennes entreprises qui ont été recrutées pour assurer le volet salubrité qui est une composante des missions assignées à la SGDS. Comme c'est un lot qui nous est confié, on se débrouille chaque fois de terminer, de donner le résultat souhaité. Comme ici, des cônes sont habituellement placés pour délimiter l'espace de travail. C'est une mesure de sécurité, mais qui ne sécurise pas totalement les balayeurs, puisqu'ils subissent fréquemment les dérapages des usagers indélicats. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur, il a bu sauvagement d'alcool, il est rentré dans notre cône et puis il a ramassé l'un de nos collègues. Le problème principal, c'est l'insécurité des agents. Des conducteurs indélicats rentrent dans les balisages que nous posons souvent et donc la sécurité des agents est constamment menacée. Outre les risques d'accident, les travailleurs sont également confrontés à l'indélicatesse de certains usagers. Des ordures sont jetées à même le sol juste après le passage de l'équipe de nettoyage. Surtout les conducteurs de ZEM là, vraiment, s'ils rentrent dans les cônes, si tu veux parler, ils t'insultent proprement. Toi, une femme, tu cherches quoi dans la nuit? Tu es vagabond, tu ne veux pas rester sous le toile d'un homme. À cause de ça, tu es en train de faire ça là dans la nuit. Quand on a l'esprit de les amener à l'ordre, ils prennent ça autrement et ils commencent pas à nous insulter. Et quand tu vas vouloir rétorquer, ils commencent pas à nous taper. Malgré les risques d'accidents et d'agressions physiques et verbales, les balayeurs restent fiers de leur travail qui, selon eux, contribue énormément à la beauté des rues au lever du soleil. Dans ce lot de travailleurs, plusieurs femmes au foyer. Tantôt, vous savez les hommes, il y a des fois que si tu veux venir là, ils renforcent la nuit et j'essaie de gérer ça avec lui. Avant de venir ici, je fais tout possible que l'enfant dort. Ce qu'il va manger tôt là, je lui donne ça. Et je mets tout à ses précautions. Pour l'école aussi, avant de venir. Je prépare pour papa, je fais tout ce que je peux faire pour que papa ne se fâche pas. Elles équilibrent la vie de foyer à celle professionnelle. Une occupation nocturne qui n'est pas de tout repos puisque chaque équipe doit boucler son périmètre avant l'arrivée des contrôleurs à 5 h du matin. L'objectif de leur mission est simple, nettoyer toutes les rues avant le lever du soleil. Dans la suite de ce 13h au Bénin, les règles encadrant l'interruption volontaire de grossesse au Bénin sont désormais connues. Elles ont été édictées par le gouvernement à travers un décret pris en Conseil des ministres, un acte qui fixe les limites à ne pas franchir dans la pratique des IVG, aussi bien par les médecins que par celles qui en formulent la demande, en même temps qu'ils protègent chacune des parties prenantes. Les précisions dans ce récit de la rédaction.
Seules les personnes ayant qualité de médecin, sage-femme ou infirmier dûment habilités peuvent pratiquer l'interruption volontaire de grossesse IVG. Le secret professionnel et l'impératif de l'exposition à la patiente des risques particuliers associés à chaque procédure, quelle que soit la cause de la sollicitation, sont aussi requis chez le professionnel de santé qui doit s'assurer de son consentement libre, éclairé et renouvelé. Dans ce décret d'application de la loi, le gouvernement fait obligation aux formations sanitaires d'assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l'intervention. Dans les circonstances où les convictions religieuses ou philosophiques du professionnel de santé l'empêchent de pratiquer l'IVG, il lui est reconnu la clause de conscience à travers une dérogation. Pour rappel, ce décret est un texte d'application de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars relative à la santé sexuelle et à la reproduction entrée en vigueur il y a plus d'1 an. De l'ensemble de ces dispositions prises par le gouvernement transparaît sa volonté manifeste de réguler l'avortement, un acte qui ne doit pas être banalisé. Ainsi, en cas de violation des règles fixées par le décret, seront appliquées les sanctions conformes au texte en vigueur. La nouvelle législation relative à la santé sexuelle et à la reproduction représente une révolution pour le Bénin, levant le voile sur un sujet considéré comme tabou jusque-là. Sa pertinence émane des dernières enquêtes démographiques et de santé qui révèlent qu'il s'observe de plus en plus une précocité des rapports sexuels chez les jeunes femmes. Entre les années 2017 et 2018, la proportion des femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans est de 59%. Les adolescentes, quant à elles, représentent 20% des décès maternels enregistrés au Bénin. Des statistiques qui se déclinent en grossesses non désirées et des avortements clandestins aux issues fatales. Étant un levier social de première importance, la santé sexuelle et reproductive doit être prise en compte pour une réduction de mortalité maternelle et infantile. Ce décret représente ainsi une politique qui amènera à l'épanouissement de la femme et de la famille. Et pour finir, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 24 avril 2023 l'honorable Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, seul parti politique de l'opposition représenté au Parlement, 9e législature. Cette rencontre au Palais de la Marina s'inscrit dans la perspective de la nomination par décret du chef de file de l'opposition, conformément aux dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour échanger sur d'autres sujets brûlants de l'actualité, notamment la situation des producteurs de soja et de cajou, sans oublier la proposition de loi d'amnistie dont l'opposition est l'initiatrice. En attendant d'avoir tous les détails sur les échanges, nous allons suivre ici un extrait de l'honorable Éric Rondeté au sorti de l'audience. Ça va bien. En pleine forme, ça. C'est un plaisir. Plaisir, partage. Merci. Nous avons parlé des questions qui préoccupent les Béninois. Notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés, nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela.
Il a répondu que les services judiciaires étaient à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Et ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Voilà. Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré par un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Je pense que nous avons poursuivi la discussion pour obtenir totale satisfaction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Dans la suite des programmes, retrouvez à 16h votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.